Le restaurant Le Grand Véfour, au cœur du Palais Royal à Paris, brillait ce soir-là comme une promesse de luxe silencieux. Delphine Marchand, 35 ans, était assise seule à sa table en attendant son père. Sa robe verte émeraude contrastait avec la nappe blanche immaculée. Elle tenait son verre de Bordeaux sans boire, les yeux légèrement écarquillés, fixés sur quelque chose au fond de la salle. Quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle n'aurait jamais dû voir ici. 3 jours plus tôt, elle avait signé un licenciement. Un nom. Une décision de 15 secondes. Renaud Pérou, 38 ans, technicien de maintenance chez Marchand Industries, avait manqué une journée entière de travail sans autorisation préalable. Le règlement intérieur était clair. Delphine aussi. Mais ce soir, Renaud Pérou était assis à 2 tables de la sienne, en grande conversation avec Bernard Marchand, son père, PDG fondateur du groupe, et il riait. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Delphine Marchand n'avait jamais voulu diriger une entreprise par ambition froide. Elle avait voulu prouver quelque chose, à son père d'abord, à elle-même ensuite. Depuis sa nomination comme directrice générale de Marchand Industries, 18 mois plus tôt, elle avait restructuré 3 départements, réduit les coûts de fonctionnement de 22% et signé 2 contrats avec des groupes allemands que son père n'avait jamais réussi à conclure. Elle était efficace, méthodique et parfois, elle le savait, trop rapide. Le dossier Peyrou lui avait atterri sur le bureau un mardi matin, entre un rapport trimestriel et une conférence téléphonique avec Stuttgart. Manquement non justifié. Absence le 14 octobre, journée complète, sans notification préalable. Récidive selon les registres RH, il avait déjà posé un congé exceptionnel non planifié 6 mois plus tôt. Le responsable de service avait coché la case « Avertissement insuffisant ». La DRH avait glissé le formulaire de résiliation devant elle avec un stylo. Si vous ne signez pas maintenant, les autres prendront ça comme un signal de faiblesse. Delphine avait signé. Elle n'avait pas lu la note manuscrite attachée au dossier. Elle l'avait su 3 heures plus tard, quand sa secrétaire, Geneviève, était entrée dans son bureau avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. « Madame, la note explicative de M. Pérou était jointe. Il était à l'hôpital. Son fils de 8 ans a fait une crise d'appendicite aiguë. Urgence opératoire. Il n'avait pas de famille à Paris pour le remplacer. Il est père seul depuis 2 ans. » Delphine avait regardé le mur. Le silence avait duré 7 secondes. Elle les avait comptés. « Le dossier est clôturé, avait-elle dit. Transmettez l'indemnité légale dans les délais. » Geneviève était sortie sans ajouter un mot. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement du 7e arrondissement, Delphine avait bu un verre de Chablis debout dans sa cuisine, face à la fenêtre qui donnait sur les toits mouillés de Paris. Elle n'avait pas appelé son père, elle n'avait pas appelé personne. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Elle avait essayé de croire que cette phrase ne s'appliquait pas à elle, que diriger une entreprise exigeait des décisions rapides, des lignes nettes, une immunité aux détails qui font mal, que la compassion mal placée était une forme de désordre. Mais le prénom du fils de Renaud Pérou, Théo, 8 ans, appendicite, ne la quittez plus. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, une nouvelle histoire qui vous touchera au cœur. Le dîner avec son père avait été planifié depuis 2 semaines. Bernard Marchand fêtait ses 65 ans dans l'intimité. Juste lui et sa fille. Comme chaque année depuis la mort de sa femme, il avait choisi le Grand Véfour, parce que c'était là qu'il avait demandé la main d'Élise en 1987. Un lieu chargé, lumineux, protégé du monde. Delphine était arrivée en avance. Elle avait commandé le Bordeaux, vérifié ses mails, posé son téléphone face contre la nappe, geste qu'elle ne faisait presque jamais. Elle voulait être présente ce soir, vraiment présente. C'est alors qu'elle l'avait vu. Renaud Pérou était assis à 2 tables, costume bleu marine, chemise blanche ouverte au col, pas le genre de tenue d'un homme habitué à ce type d'endroit, mais porté avec une dignité naturelle qui l'avait frappé. Il était grand, les épaules larges, les mains posées sur la table d'une façon qui disait à la fois la force et la retenue. Il n'avait pas l'air d'un imposteur, il avait l'air de quelqu'un qui méritait d'être là. En face de lui, Bernard Marchand, son père. Ils étaient en pleine conversation. Son père riait, ce rire du ventre qu'elle entendait de moins en moins souvent. Renaud hochait la tête, racontait quelque chose, et Bernard posait sa main sur l'avant-bras de l'homme avec la familiarité de quelqu'un qui connaît l'autre depuis longtemps. Delphine posa son verre. Elle ne buvait plus. Son père la vit à ce moment précis. Son visage s'illumina. Il se leva. Il s'avança vers elle les bras ouverts.
Ma chérie, tu es en avance pour une fois. Viens, il faut que je te présente quelqu'un. Elle n'eut pas le choix. Elle se leva. Elle marcha vers cette table comme on marche vers quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Renaud Peyrou se retourna. Leurs regards se croisèrent. 1 seconde. 2. Il la reconnut. Elle vit dans ses yeux, non pas de la colère, mais quelque chose de plus difficile à supporter. Une surprise calme suivie d'une compréhension immédiate. Il sut qui elle était. Il sut qu'elle savait qui il était, et il choisit de ne rien laisser paraître. « Renaud, dit son père en souriant, voici ma fille Delphine. Delphine, je te présente Renaud Peyrou. Nous nous sommes rencontrés au conseil de l'école de Théo. Nos petits-fils sont dans la même classe au primaire. Renaud m'a aidé à réparer la gouttière de la maison de Fontainebleau le mois dernier. C'est lui qui m'a recommandé ce restaurant. » Renaud se leva et tendit la main. « Bonsoir, dit-il simplement. » Sa voix était posée, sans haine, sans douceur forcée non plus. Juste une voix d'homme qui avait décidé, dans le quart de seconde qu'il avait eu, de rester digne. « Bonsoir, répondit Delphine. Sa main dans la sienne dura 2 secondes. Elle sentit la chaleur de cette main, la légère rugosité des paumes d'un homme habitué aux outils. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne pouvait pas. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Son père proposa naturellement de fusionner les tables. Delphine ne trouva pas de prétexte valable pour refuser sans blesser Bernard. Elle s'assit donc à gauche de son père, à angle droit de Renaud. Le repas commença. Bernard était heureux. Il commandait, il racontait des anecdotes sur Fontainebleau, sur les années où il avait monté l'entreprise depuis zéro dans un appartement de Montreuil. Renaud l'écoutait avec une attention réelle. Pas de politesse calculée, pas d'intérêt stratégique, simplement un homme qui aimait les histoires vraies. Delphine mangeait peu. Elle observait. À un moment, son père alla aux toilettes. 2 minutes. Renaud et Delphine se retrouvèrent seuls face au silence. Ce fut lui qui parla en premier. « Vous n'avez pas à vous justifier, dit-il à voix basse en regardant son verre. Vous avez appliqué le règlement. J'avais la note explicative, dit-elle. Je sais, je ne l'ai pas lue. Il n'ajouta rien. Il ne profita pas du silence pour l'enfoncer. Ce contrôle de lui-même était plus dévastateur que n'importe quelle accusation. « Comment va votre fils ?» demanda-t-elle. « Théo va bien. L'opération s'est bien passée. Il retournait à l'école 2 semaines après. Je suis soulagé. Merci. » C'est à cet instant que Delphine comprit. Elle avait attendu de lui une réaction, de la colère, du ressentiment, une demande de réparation. Quelque chose qui l'aurait placée dans un rôle connu, un rôle où elle aurait pu se défendre ou argumenter. Mais Renaud Peyrou ne lui offrait rien de tout ça. Il lui offrait pire, sa dignité intacte. « J'ai appris pour votre situation personnelle, » dit-elle encore. « Élever seul un enfant à Paris avec un salaire de technicien, c'est ma vie, dit-il sans sécheresse. Je ne la plains pas. Si vous avez connu un jour une décision que vous regrettez, laissez un commentaire. Parce que ce que Delphine allait faire ensuite allait changer les deux. » Son père revint. La conversation reprit sur d'autres sujets. Mais quelque chose avait basculé dans le regard de Delphine. Elle regardait maintenant Renaud différemment, non plus comme un dossier clôturé, non plus comme un problème à gérer, mais comme un homme réel, avec un fils réel, avec une vie construite sur une dignité que ni la pauvreté ni le licenciement n'avaient réussi à entamer. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait aussi que le faire ne serait pas suffisant. Pas pour lui, peut-être pour elle. Le lendemain matin, Delphine convoqua la DRH à 9 heures. « Je veux revoir le dossier Peyrou. » Isabelle Renard, responsable des ressources humaines depuis 7 ans, posa les mains à plat sur la table avec une patience professionnelle teintée d'inquiétude. « Le dossier est clôturé, Delphine. Les indemnités ont été versées. Réouvrir ce cas crée un précédent. Les autres salariés vont préparer une proposition de réintégration avec rétroactivité de salaire et une lettre d'excuse signée de ma main. » Isabelle ne bougea pas. « Vous êtes certaine ? Préparez le document pour cet après-midi. » Ce que Delphine n'avait pas prévu, c'était la réaction de son propre conseil d'administration. À 15 heures, elle reçut un appel de Frédéric Aumont, le directeur financier, qui siégeait également au conseil. « J'ai entendu parler de ta décision concernant Peyrou. Je dois te dire franchement, plusieurs membres du conseil voient ça comme un aveu de faiblesse de gestion. Si tu réintègres cet homme, tu crées une faille dans l'autorité de la direction. » « Je corrige une erreur, dit Delphine. Tu crées un précédent légal et symbolique. Je te conseille fortement de reconsidérer.
Elle raccrocha. Elle resta debout à sa fenêtre, face au toit gris de Paris sous un ciel de novembre. Le champ de Mars était visible au loin, silencieux et froid. Elle pensa à Renaud dans ce restaurant, à sa façon de ne pas demander ce qu'il méritait pourtant. À Théo, 8 ans, dans une chambre d'hôpital pendant que son père risquait son emploi juste pour être là. Elle signa la lettre. Puis elle appela son père. « Tu savais pour le licenciement ?» demanda-t-elle directement. Un silence. « J'ai su après, » dit Bernard. Renaud n'en a pas parlé de lui-même. C'est Théo qui m'a dit que son père cherchait du travail. J'ai posé des questions. Tu aurais pu me dire quelque chose. Tu es la directrice générale, Delphine, pas moi. Ce n'est pas mon rôle d'interférer avec tes décisions. Et si tu avais tort, alors tu te serais corrigé toi-même, comme tu es en train de le faire. Elle ferma les yeux. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Est-ce qu'il a accepté le poste que tu lui as proposé ? Dit-elle. Je ne lui ai proposé aucun poste. C'est à toi de le faire si tu le souhaites. Elle raccrocha. Elle prit son manteau, elle sortit. Renaud Peyrou habitait dans le 19e arrondissement, rue de Crimée, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble propre mais modeste. Delphine avait obtenu l'adresse par les RH. Consciente de l'étrangeté du geste, consciente aussi qu'il n'y avait pas d'autre façon. Elle sonna à 18h30. Il ouvrit la porte avec un tablier autour de la taille et une spatule à la main. Il faisait cuire des pâtes. Derrière lui, elle entendit la télévision, une voix de dessin animé et le bruit d'un enfant qui courait. Il la regarda sans surprise apparente. « Je cuisine pour Théo, dit-il. Vous pouvez entrer si vous voulez. » Elle entra. L'appartement était petit mais ordonné, des dessins d'enfants épinglés au mur de la cuisine. Une photo de Théo sur le frigo, sourire édenté de gamin de 8 ans, bonnet de ski rouge. Une bibliothèque avec des romans policiers et des encyclopédies animalières. Un chez-soi. Théo apparut dans le couloir en chaussettes, méfiant. « C'est qui ?»« Une collègue, » dit Renaud. « Va finir ton dessin, on mange dans 10 minutes. » Théo disparut. Renaud se retourna vers elle. Delphine posa l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Proposition de réintégration avec rétroactivité complète et lettre d'excuse officielle. Votre poste est disponible dès lundi, si vous le souhaitez, avec une révision de votre classification salariale. Renaud regarda l'enveloppe. Il ne la prit pas immédiatement. « Pourquoi ?» dit-il. « Parce que j'ai commis une erreur réelle, pas administrative. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour me remettre ça. Votre DRH aurait pu appeler. »« Je sais, » dit Delphine, « mais certaines choses doivent être dites en personne. » Il prit l'enveloppe. Il la posa sans l'ouvrir. « Je réfléchis, » dit-il. « Donnez-moi jusqu'à vendredi. » Ce n'était pas le pardon immédiat qu'elle aurait voulu. C'était mieux que ça. C'était la vérité. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Elle repartit dans la nuit du 19e, sous les lumières orangées du canal de l'Ourcq, avec quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, pas de la légèreté, pas exactement du soulagement non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de réel. 3 ans plus tard, le printemps 2025 était arrivé doucement sur Paris. Les marronniers du boulevard du Temple étaient en fleurs. Delphine Marchand traversait la cour intérieure de Marchand Industrie en direction du bâtiment technique quand elle entendit des rires. Des rires d'adultes qui ont l'habitude de travailler ensemble, cette complicité-là qu'on ne fabrique pas, qu'on gagne. Renaud Peyrou était au centre d'un groupe de techniciens. Il avait accepté la réintégration le jeudi, pas le vendredi. Il avait rappelé une journée avant le délai qu'il s'était fixé, ce qui lui ressemblait. En 2 ans, il était devenu responsable de la maintenance industrielle pour tout le groupe Île-de-France. Pas parce qu'elle le lui avait offert, parce qu'il avait été le meilleur candidat selon une procédure ouverte. Ils s'étaient reparlé souvent, dans les couloirs, lors des réunions de site. Des conversations qui avaient commencé par être professionnelles, puis étaient redevenues autre chose, progressivement, sans décision consciente, sans fausse pudeur non plus. Un soir de janvier, après une réunion qui s'était prolongée, il lui avait proposé un café. Elle avait dit oui. Ils étaient restés 2 heures dans le café en bas de l'immeuble à parler de tout, sauf de l'entreprise. Théo avait maintenant 11 ans. Il jouait au football le mercredi soir dans un club de Pantin. Delphine était allée voir un match un samedi, invitée par Renaud, pas par obligation, par envie réelle. Elle s'était retrouvée debout sur un bord de terrain en novembre, à crier le prénom d'un enfant qui n'était pas le sien, avec une écharpe que Bernard lui avait prêtée ce matin-là parce qu'il faisait froid. Son père venait dîner rue de Crimée 1 fois par mois maintenant. Il apportait du fromage de Fontainebleau et il jouait aux échecs avec Théo pendant que Delphine et Renaud cuisinaient. La cuisine était toujours trop petite pour 2. Ils s'arrangeaient.
Ce matin de printemps, Renaud leva les yeux et la vit traverser la cour. Il dit quelque chose à ses collègues et s'avança vers elle. « Tu es en avance, dit-il. »« C'est une nouvelle habitude, dit-elle. » Il sourit. Ce sourire qu'elle connaissait maintenant, ce sourire que l'adversité n'avait pas réussi à effacer. Certaines erreurs ne s'effacent pas, elles se transforment. Elle avait appris ça à 35 ans, dans un restaurant du Palais Royal, devant un homme qui avait choisi la dignité là où d'autres auraient choisi la rancœur. Elle avait appris que corriger une erreur ne fait pas disparaître l'erreur. Ça la transforme en quelque chose qu'on porte différemment, en conscience, en choix, en vie. Est-ce que vous avez déjà regretté une décision trop rapide? Racontez-le en commentaire. Votre histoire compte. Et si ce récit vous a touché, un super thanks aide cette chaîne à continuer de créer des histoires comme celle-ci.